Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bienvenue à tous, les vraies voix jusqu'à 19h. On est très content de vous retrouver le lundi matin, le lundi soir même. Le lundi matin, dès le lundi matin, j'ai envie de dire. Oui, c'est le lundi matin en Californie. Là, mais quel jour sommes-nous? Quelle heure est-il? Nous sommes le premier jour ouvré d'avril. Nous sommes le 3 avril, Cécile. Est-ce que vous avez fait quelque chose le 1er avril? J'ai mangé du poisson. Ah, super intéressant. Voilà, super. Vous n'avez pas fait de blague à la famille, rien du tout? Non, rien. Non, rien du tout? Non, non. Oh là là, vous êtes... Vous en avez fait, vous? Non plus. Ah bon? Heureusement, il y a des gens qui en ont fait. Ah, vous avez fait quoi? Ah ben, des bêtises. Allez-y, J'ai dites-nous. même écrit un billet où je m'imaginais un 1er avril avec des choses qui n'arrivent plus en France. Ah, bah, Mais j'ai fait mes petits-enfants des bêtises. Oh, des bêtises. Moi, j'ai fait un des truc. bêtises. Ça va bien. Moi, j'ai fait une grosse bêtise très inattendue. Pour moi, j'ai nourri des taureaux de combat. Ah oui? Mais ça, c'est pas un 1er avril. Non. Il se trouve que c'était le Le 1er avril. Ouais. Et vous, Jean? Non, je n'ai pas fait de canular, et c'est très rare pourtant. Ouais. Et là, cette année, je sais pas, j'ai perdu le mojo. Voilà, pas de canular du 1er avril. Ah, mais on en a fait sur Causeur. Je sais plus ce que. Ah oui, c'était sur le fait que j'aurais pu dire que je ralliais Mediapart. Par exemple, mais finalement, c'était Guillaume Pelletier qui ralliait le NPA. Oui, c'est ça. Voilà. C'était voilà. pas Philippe David Mutique. Non. Non. Et il part chez Mythique, pas Mutique d'ailleurs. Oh, joli. Il n'a même pas besoin. Ouais, Et c'était même pas Philippe Bilger en colère. Ouais, Ah bon? ouais, même pas. En tout cas, bien, on vous souhaite la bienvenue et vous les avez entendus, on va vous les représenter dans quelques instants. Allez, au sommaire de cette émission, la démission massive d'élus locaux. Comprenez-vous que les maires finissent par jeter l'éponge? David Lisnard, le président de l'Assemblée des maires, tire la sonnette d'alarme. C'était dans le Figaro. Depuis 2020, près de 4000 élus, dont 1000 maires, ont démissionné de leurs fonctions. Un niveau record. Les élus ne supportent plus de servir de défouloir, Philippe. Oui, Cécile, le patron des maires de France craint, je cite, un découragement des vocations. Selon lui, les démissions sont causées par la crise civique, le découragement et les tentatives d'intimidation dont sont victimes les édiles. Est-ce que vous les comprenez? Maintenant, ils peuvent se retrouver au tribunal pour tout et n'importe quoi. Ils sont coupables de tout. Ils n'ont plus de jours de repos. Ils ne dorment même plus la nuit puisqu'on les appelle. Vous avez été maire, vous avez été maire adjoint, vous êtes maire. Vous pensez à démissionner ou vous avez démissionné? On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. En tout cas, vous comprenez ces décisions massives de démission, puisque vous dites un grand oui à 96%. À 18h30, pour le coup de projecteur, la gauche historique est-elle en train de renaître? Martine Froger, la dissidente PS, soutenue par Carole Delga, a remporté dimanche la guerre des gauches lors des législatives partielles en Ariège face à la candidate insoumise Bénédicte Taurine, candidate officielle de la France insoumise et de la NUPES. La gauche se plus divisée que jamais après cette élection, Philippe. Absolument, Cécile. Alors que chez LFI, on critique, je cite, une alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche, des macronistes de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement salue cette élection qui ouvre la voie à une gauche responsable où l'avenir ne se joue pas avec la France insoumise au sein de la NUPES. Il y a même une petite musique qui se fait entendre. Un front républicain anti-NUPES est en cours de constitution. C'est Jean-Pierre Raffarin qui l'a dit. Alors, est-ce que pour vous, une deuxième gauche peut revenir aux côtés de la NUPES, ou est-ce que maintenant le bloc NUPES est trop important et que les élus tiennent trop à leur poste? Vous pensez qu'une nouvelle gauche à l'ancienne peut revenir ou pas? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Ou une nouvelle gauche moderne, hein, pas Oui. qu'à l'ancienne. Taurine, ça n'a rien à voir avec la balade en Camargue de Peut-être. On verra tout à l'heure. On verra si Taurine a un lien avec le week-end d'Elisabeth Lévy. Vous êtes vache. En tout cas, la gauche historique est-elle en train de On peut pas renaître? s'empêcher. Vous dites non à 87%. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc voilà, vous avez entendu leur voix tout à l'heure, mais on va les représenter quand même. Oh oui. Philippe Bilger est avec nous, le président de l'Institut de la Parole. Ça va, mon Philippe? En pleine forme. En pleine forme, ben, ça se voit. Ben, je ne Pour un peux rien vous lundi, dire. alors en général, c'est pas le cas, mais là, j'ai fait des choses très agréables aujourd'hui. Vous avez très bonne mine. Vous avez fait un point soleil? Vous avez une carte point soleil? Non, pas du tout. J'ai Non, essayé des UV, de non. faire un peu de diététique, de me reposer un peu, Et ça a d'être fonctionné. moins le beauf devant sa télé. Donc, ça va bien. C'est parce qu'il n'y avait pas de match de foot. Quand vous Et j'ai dites, été tellement content hier soir. quand vous Pourquoi, dites qu'est-ce qu'il y avait un peu de diététique. Lyon a battu le PSG 1-0. Ouais. Philippe, quand vous dites que vous avez fait un peu de diététique, c'est-à-dire que vous J'ai n'avez pas mangé de chocolat pendant moins une de heure. sucre. Ah, Moins de oui, moins de sucre. Ouais, c'est ça. Elisabeth Lévy, directrice de la
rédaction de Causeur est avec nous. Ça va, Elisabeth? Vous Ça avez va, l'air en super forme. forme. Ah, Vous êtes toute souriante. Elle est chouli. Elle est quand je chouli. vous vois. Oh, quand je vous vois, mon petit chat. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Et Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. On aura bien besoin de cette, Ça fait du bien. application Zenfi avec tout ce qui se passe dans l'actu. Il faut méditer, ça fait du bien, ça calme, ça apaise et ça me permet de mettre de la bonne distance entre soi et les émotions. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire méditer. Ça veut dire qu'on est tout seul dans sa chambre et on pense à des trucs ou pas? C'est Jean-Yann qui disait avec beaucoup d'humour, j'ai arrêté de rester assis à rien faire, je me suis mis à la méditation, c'est bien mieux. Au moins, ça sert à quelque chose. Vous avez déjà médité, Elisabeth Lévy? Ça veut dire quoi, méditer? justement, Vous vous asseyez en position du lotus, vous fermez les yeux et vous pensez à je rien. sais pas. Est-ce que vous avez déjà fait de la méditation? Non, ou alors comme Monsieur Jourdain. Oui, J'aime rêvasser en revanche. Ouais. Vous aimez Je ne sais pas si ça a un lien, mais j'adore rêvasser. Mais c'est une forme d'auto-hypnose, oui, bien sûr. Ouais, bien Et sûr. Philippe Bilger, vous faites de la méditation? Tout le temps. Ah bon? Tout le temps, en permanence. Pas de la médiation, Je de la donne, méditation. j'ai mal à la tête. À force de méditer, je donne des mots de tête à ceux qui m'entourent. Un grand méditant et parfois même médisant, ça peut arriver. Médisant, c'est beaucoup plus passionnant que méditer. Il faut faire une alternance, hein, c'est Mais il faut comme, alterner, il faut alterner. c'est comme la politique. Voilà, exactement. Et Laurent de Mérignac est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis en train de regarder votre métier, j'ai une espèce de passion qui arrive. Directeur d'agence de voyage. Ben voilà. Oui. Voilà. Mon métier, c'est de vendre du rêve. Vous pouvez nous réserver les billets, c'est bon. Alors Pas de 1, problème. 2, 3, 4, 5, on Pas est 6. pété, ça vous va les vraies voix? Je m'en occupe. Bon, on va se mettre d'accord sur la destination et puis on revient vers vous. Pouvez faire l'émission pendant ce temps. Alors cher Laurent, vous êtes notre vraie voix du jour. Comment ça va? Comment s'est passé votre week-end? Vous êtes en forme? Ça a été un week-end de travail aussi, parce qu'on travaille le samedi, forcément. Ah bah oui. Et puis dimanche un peu sportif et tout va bien. Beaucoup de réservations de vacances ou ça freine un peu? Alors on a fait un premier trimestre, puisqu'on a terminé le mois de mars, un premier trimestre très très fort, Ouais. avec quand même un truc un peu bizarre par rapport aux années précédentes, hors Covid bien sûr, où les gens réservent de plus en plus tôt leurs vacances. Ouais. Et on a des réservations qui vont déjà jusqu'à mois de novembre, et on nous demande déjà du 2024. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, Ouais. début avril, oui, Bah, fin nous, mars. Nous, c'est même pas ce qu'on va c'est faire demain avec marrant, Philippe David, donc au moins, oui. Dis-moi, la seule chose que je sais, c'est qu'en juillet 2024, je ne serai pas à Paris. Oui, là. Ça, je le sais. C'est ça. Allez, notre chanson du jour, écoutez. Grégoire, oui. Grégoire, et qui fête ses 44 printemps aujourd'hui. Bah disons, il est fait pas. Qu'il est jeune. Bah oui. Lancé par Goldman. Oui. Ah oui? Ah bah on reconnaît la passion Oui, du Goldman. voilà. Voilà, Je on suis va- du Il faut que Je suis je le mette. impressionné par la Goldman. culture tout-terrain de Philippe. Bah, ça tourne autour de C'est Goldman. assez hein. rare. La culture basique, mais je suis très doué dans l'absence de culture. Non, c'est pas vrai. C'est assez rare qu'il y ait un domaine où ne sachez rien. La science, Ouais. les maths et dans tous les domaines qu'affectionne Philippe David. Ils Je sont, le connais. ils sont très complémentaires. Bon, c'est bien. Vous Ouais. pourrez vous marier. Voilà. Vous êtes complémentaires. Je suis pas sûr que ce soit au projet. Allez, tout de suite. Croyez que vous étiez une amie. Il ne faut jamais dire Fontaine. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Justement. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre celles et ceux qui donnent des leçons de morale sans être irréprochables. Oh, on a des noms. je vais de nouveau parler de Marlène Schiappa. On l'a déjà un peu évoqué ailleurs ce matin. Mais c'est une femme que je n'ai jamais, je l'ai toujours appréciée dans un gouvernement en général de pleutre, d'inconditionnel, de révérence. Et elle a du caractère. Elle a parlé vrai assez souvent, et là elle va se montrer à Playboy, je crois, dans un drapeau. À la limite, ça ne m'intéresse pas, je ne l'achèterai pas Playboy, comme tout le monde, bien sûr, je ne le lisais que chez le coiffeur. Vous avez un rôle de coiffeur. Et sérieusement, ce qui m'a choqué, c'est de voir les gens qui s'en prennent à elle, alors qu'ils sont eux-mêmes tout sauf irréprochables. Je pense au président de la République, qui n'a rien dit directement à son sujet, mais qui tout de même a
connu et commis un certain nombre de péripéties ridicules. Je pense à McFly et Carlito, par exemple. Je pense à certains ministres qui ont été tout sauf irréprochables. Je pense à ce directeur de cabinet de Brigitte Macron qui, pour fêter une soirée épuisé par son travail, s'est retrouvé aviné, tombant sur un trottoir. Donc tout ça, ça ne permet pas à ces gens de donner des leçons à Marlène Schiappa, et j'ai apprécié Gérald Darmanin qui la défendait. Alors, ça me donne aussi une leçon à moi-même. Dans le micro. Cécile, ça veut dire que il faut que je me garde bien de donner des leçons À qui que ce soit, absolument. Elisabeth Lévy. Moi, je bois du petit lait parce que j'ajouterais d'abord que Playboy, si vous voulez, par rapport à l'ère de YouPorn, Playboy, c'est une aimable bluette. C'est quand on pouvait dire que le porno, c'était de charme. On disait pas porno, on disait c'est un journal de charme. Et franchement, que des générations d'adolescents aient eu des émois en lisant Playboy, c'est très bien. Et par ailleurs, moi aussi, j'aime beaucoup Marlène Schiappa parce qu'elle est libre. Et la réalité, c'est qu'en fait, personne n'a lu ses propos et tout le monde s'en fiche. Et là, c'est les dames patronesses de droite et de gauche. Ah, Playboy, ça sent le stupre, ça n'est pas convenable. On dirait vraiment les ligues de vertu. Elles vont sortir leur parapluie, vous savez, en disant c'est pas bien la gourgandine. Donc moi, je dis bravo à Marlène Schiappa. À part sur le goût, disons, je ne partage pas ses goûts vestimentaires. Les photos que j'ai vues en mode cygne blanc, disons que j'aurais pas choisi la même robe qu'elle. Oui, Voilà. En tout cas, mais pour le reste, elle est super parce qu'elle est libre. Voilà. Et en plus, du point de vue du féminisme, elle est quand même souvent du bon côté. Elle n'est pas avec les islamo-féministes oxymores bien connus. Elle n'est pas non plus avec celles qui raffolent des interdits, des punitions, qui détestent les hommes. Je me rappelle, elle nous a donné un jour une interview à Causeur, ça s'appelait Moi j'aime les hommes. Donc j'aime Marlène Schiappa. Allez. Écoutez, au risque de manquer d'originalité, je me joins à mes camarades pour soutenir Marlène Schiappa. C'est vrai qu'elle fait le job, elle mouille le maillot, elle est féministe dans le bon sens du terme, vraiment. Alors, la seule réserve que je mettrais pour alimenter le débat, c'est que j'ai du mal à croire que ce soit de sa propre initiative, qu'elle n'ait pas eu besoin, vu son niveau dans le gouvernement, voilà, d'un accord préalable. Voilà. Justement, elle l'a pas eu. Non, je ne crois pas qu'elle l'ait eu, moi. Elle l'a pas eu. Le seul petit problème, c'est peut-être le problème de calendrier. Ça tombe pas super bien. Attendez, non, pardon, Comme l'a dit je vous réponds. Borne, d'ailleurs. Non, Cécile, mais vous avez je voudrais raison. vous répondre là-dessus. Donc, si je comprends bien, le mouvement social, c'est une religion. On n'a le droit que de pleurer. Les Français souffrent. Et donc, je veux dire, on a le droit de parler de rien d'autre et surtout pas le droit de rire. Ah non. Alors, il faudrait qu'on parle de Marlène Schiappa. Voilà. En plus, on la soutient. Voilà. Et ben voilà, c'est les choses. Cécile de Ménibus, vous seriez partante pour qu'on soit en photo dans un drapeau français en une de Causeur? Ah ben moi chiche. Laissez-moi réfléchir. Non, il faudrait répondre du tac au tac. Je me demande si on a vraiment besoin de vous sur cette photo. Et Cécile, à votre sujet, moi je serais volontiers apatride. Vous pouvez enlever le drapeau. D'accord, ok. Cécile peut poser en une de Causeur toute seule dans un drapeau. Allez-y. Allez, on est très en retard. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Tout de suite. Plus. Bienvenue à tous, merci en tout cas de votre fidélité, on le dit à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est l'effet Philippe Bilger bien entendu. Oui, sûrement. Et puis l'effet Elisabeth Lévy. Il Lévy. n'y a pas une baisse lorsque certains parlent dans l'émission. Vous voulez dire quand Jean Dorido parle Non, Jean Dorido, non, puisque c'est un psychologue, ça monte forcément. Mais notre ami Philippe David, lorsqu'il sort ses calembours. C'est ça, les gens quittent la France. Et Célida, on m'a dit le contraire. C'est fou quand même. Il demande l'asile politique à la Corée du Nord, c'est fabuleux. Qui est cette personne qui parle Voilà, c'est ça. En tout cas, merci de votre fidélité. Vous continuez bien entendu de nous regarder. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube et ça, c'est très agréable. Comme ça, vous voyez comment on est habillé. Si vous avez besoin de vous habiller le lendemain matin, c'est plus facile. Ça donne des idées. Je vais mettre ma tenue signe. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu, fusillade, euthanasie, réprimande. 3 fusillades et 3 morts à Marseille la nuit dernière sur fond de trafic de drogue. 8 blessés dont 3 entre la vie et la mort. Témoignage dans un instant d'un habitant qui dit son sentiment d'abandon. Emmanuel Macron veut un projet de loi sur la fin de vie d'ici cet été. La Convention citoyenne ouvre la porte à l'euthanasie et au suicide assisté, mais sous d'importantes conditions. Et puis Elisabeth Borne a appelé Marlène Schiappa pour la réprimander, pour lui dire que son interview et sa pose dans Playboy n'étaient pas du tout appropriées. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, donc les liaisons dangereuses. C'est le cas de le dire. Une flambée de violences extrêmes a ensanglanté Marseille tôt ce matin. 3 fusillades ont fait 3 morts et 8 personnes blessées, dont 2 se trouvent entre la vie et la mort. Parmi les victimes, un adolescent de 16 ans. Des scènes qui se répètent malheureusement. Yaya, habitant des Égalades, a assisté la semaine dernière à un assassinat de sang-froid, comme il le racontait ce matin sur Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. J'y vais à la boulangerie de Saint-Joseph, à 300 mètres de chez moi, pour acheter du pain, du coca, et je suis tombé sur une scène horrible. J'ai vu ce jeune avec une Kalachnikov qui tirait dans tous les sens, et le jeune qui essayait de fuir devant lui. Tout ça s'est passé devant mes yeux, et franchement, on a eu un ressenti d'abandon total des quartiers nord. Des balles partaient dans tous les sens, nos camions ont été criblés de balles. Tout le monde a couru aux abris. Moi, j'étais dans ma voiture devant la boulangerie. J'ai eu une gamine qui a eu le réflexe de monter dans ma voiture parce qu'elle a eu peur. J'ai fait une marche arrière. J'ai essayé de partir, mais comme tout le monde courait de tous les côtés, en fait, ça me ralentissait pour m'enfuir. Et là, je suis tombé sur la scène où, avec un sang-froid, il a vidé un chargeur sur le jeune, 17 balles. Il avait 24 ans, le jeune. Si je dois le dire, moi, le matin, je pars à 7 heures dans ce centre où tout le monde achète son pain, boit son café, part au travail de là-bas. Si je vais à 7 heures là-bas, on ne me rate pas pour mettre un PV en me disant je me suis garé au milieu parce que j'ai chargé le marteau-piqueur dans le coffre. Mais par contre, après 7 heures, il n'y a plus personne des forces de l'ordre. Ils sont tranquilles, Jean-Jacques. Après l'assassinat, ils font des feux d'artifice. Yaya, habitant des Égalades à Marseille au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Parmi les 2 personnes entre la vie et la mort après ces nouvelles fusillades de la semaine dernière figure un adolescent de 15 ans. Les trafiquants de drogue à Marseille sont entrés dans une dynamique de vendetta autour d'une guerre de territoire dans la cité de la Paternelle, selon les mots de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. L'état de droit à Marseille... C'était à Marseille ou à Nice ? Non, à Marseille. À Nice, c'est quelqu'un qui a été filmé avec une Kalachnikov à la main dans la rue et que Éric Ciotti a balancé sur les réseaux sociaux. Là, c'est à Marseille, il est mort. À Marseille, mais c'est terrible, non ? Parce que j'avais entendu dire qu'à Nice, il y avait des dealers qui avaient tiré dans la ville. Est-ce que j'ai confondu ? Mais là, il n'y a pas eu de mort. Là, les morts, c'est à Marseille. Là, c'est à Marseille. Mais c'est terrible. Bon, 15 ans. 15 ans, mais oui. Mais en même temps, l'étonnant est qu'on s'étonne. Mais je le conçois tout à fait. Ça fait des années que ça s'accroît, hein. Et quand on pense que des gens prétendent que les mineurs d'aujourd'hui ont quoi que ce soit à voir avec ceux de 1945, c'est assez amusant. Ouais. Jean de Rideau. Oui, alors ce sont les mêmes, les mineurs. Je le rappelle à Philippe Bilger. C'est ce qu'il y a autour qui change. C'est bien ça le problème. Et oui, non, c'est absolument. C'est tragique, c'est dramatique. Pour les personnes qui nous écoutent, il y a un film sensationnel à voir là-dessus. Bon, il y a eu Bac Nord, bien sûr, de Jiménez. Et il y a un excellent film également de 2016 qui s'appelle Chouf, qui est réalisé par Karim Dridi et qui montre de l'intérieur, vraiment, c'est extrêmement réaliste. Il y a un casting extraordinaire et qui montre précisément cette violence dans ces quartiers nord de Marseille, avec ce trafic de drogue qui génère un argent absolument inouï et ça rend fou. Et vous êtes sûr que les adolescents sont toujours les mêmes que dans les années 40 ? C'est la première fois, pardon, je vais vous répondre. Voilà. C'est la première fois que je suis avec vous. Ce sont vraiment les mêmes. Souffrez que je vous contredise, je ne crois pas du tout que ce sont les mêmes. Je crois d'ailleurs que beaucoup de pédopsychiatres le disent, tout simplement qu'ils ont affaire... Oui, enfin, peut-être, vous aussi, vous avez le droit de vous tromper. On n'a pas changé depuis 50 000 ans. Excusez-moi, mais j'ai une grande manie, c'est que je finis mes phrases, même si je dois crier pour le faire. Donc, je finis. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, vous avez une génération de gens qui sont intolérants à la frustration d'une façon presque systémique, c'est-à-dire la moindre contrariété peut déboucher sur des montées aux extrêmes de la violence, des gens qui n'ont pas peur ni de leur prof ni du gendarme. Vous savez, en dehors des pédopsychiatres, il y a une chose qui est très simple, il suffit de se rappeler de nos 15 ans. Quand on avait 15 ans, si vous voulez, la population autour de nous, si vous voulez, avait plutôt été
on était aussi insolent, impertinent, etc. Mais quand même, on avait peur de l'autorité. Aujourd'hui, vous avez des gamins qui n'ont pas peur de l'autorité. D'ailleurs, ils ont bien raison, parce qu'elle n'existe pas. Je vais juste rappeler que nous sommes les mêmes depuis Homo sapiens, nous n'avons pas changé, ça fait 50 000 ans que ça dure, les enfants c'est de la pâte à modeler, et c'est l'échec de notre collectivité, précisément, la faillite de l'éducation. Nous ne sommes pas les mêmes depuis Homo sapiens, c'est une blague. Ah non, on est les mêmes. C'est une blague. Le même cerveau, les mêmes chromosomes. Non, on n'a pas les mêmes cerveaux, non, depuis... Surtout l'environnement nous modifie. Oui. C'est là où je ne suis pas d'accord. Ce sont les adultes, précisément. Autre sujet, Emmanuel Macron veut un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Et il l'annonce sur la base des conclusions rendues hier par la Convention citoyenne sur la fin de vie. Oui à l'euthanasie ou au suicide assisté, mais à d'importantes conditions, notamment la capacité du patient à exprimer clairement sa volonté. C'est l'avertissement de ces citoyens tirés au sort. Le chef de l'État entend bâtir ce qu'il a appelé un modèle français de la fin de vie via cette future loi. Je demande au gouvernement, en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité, et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. Emmanuel Macron, tout à l'heure, le président de la République, dit aussi vouloir multiplier sur les différents sujets ce principe des conventions citoyennes avec des Français tirés au sort. On en parlera tout à l'heure puisque c'est le... Juste sur la forme, on peut dire un mot alors qu'il avait des doutes, paraît-il, il promet maintenant un projet de loi pour la fin de l'année. Et moi, je trouve qu'il y a fin de l'été. Oui, la fin de l'été, exact, Philippe. Et je trouve qu'il y a une contradiction entre la volonté à la fois de favoriser les soins palliatifs, très bien, et le fait de prévoir une fin de vie, un modèle français, contrairement aux réflexions éblouissantes de Michel Houellebecq. 2 secondes. Oui, très vite, moi c'est la méthode, si vous voulez. Donc on va avoir le droit à la grande réunion de copropriété sur tous les sujets, la palabre. Donc il croit que en faisant de la mousse sur tous les fronts, on va aboutir à une solution qui va plaire à tout le monde. C'est un peu n'importe quoi. On en parlera dans l'actu de notre ami Jean Dorido. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. Vous avez peut-être lu que David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, parle de 4000 élus qui auraient qu'ils vont démissionner ou qui ont déjà démissionné pour certains. On parle de 1000 maires exactement. On va en parler dans quelques instants. C'est du jamais vu. C'est vraiment un record. Et on aura d'ailleurs un maire qui a décidé de quitter ses fonctions. On vous expliquera pourquoi. Restez avec nous. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver. Sachez que Philippe Bilger est avec nous. Ça va, bon Philippe? Toujours bien. Ah oui, très bien. Et Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, est avec nous, avec joie et bonne humeur. Absolument. Oui. Toujours. Oui. On parlait de nous vis-à-vis de vous. Mais maintenant, vous pouvez dire que c'est... Tu veux dire, joie c'est vous et bonne humeur c'est lui, d'accord. C'est ça. Non, je vous présente Kevin et Kimberley. Voilà. Et Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Ça va, Jean? Ça va toujours autant. On est ravis de vous appelez avoir. Kim, appelez-moi Kev. On s'est dit tout à l'heure qu'on pouvait très bien se redonner des nouveaux prénoms, et on s'est dit que Kevin et Kimberley, ça faisait sérieux. J'adore Kim. Kim. Comment s'appelle le copain de Barbie? C'est Ken, je crois. Ouais, c'est Ken. C'est Ken. C'est pas le même genre. Mais c'est Kim version américaine, pas version nord-coréenne. Vous avez compris. C'est ça. Allez, genre Kimoal. Oui. Voilà. Oh, Kimoal. On y va, les amis? Allez, on y va. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Trop de travail, manque de reconnaissance. Les maires souffrent et se découragent. Certains essuient des insultes et parfois des coups. Sans argent, sans agent, ça devient effectivement complexe pour pouvoir agir. Je n'ai plus la patience de traiter, de vouloir trouver le compromis, d'essayer de nager la chèvre et le chou. Toutes ces réglementations qui nous assomment, entre guillemets, et puis cette violence verbale, cette violence vis-à-vis des élus. C'est des gens qui viennent consommer un service, donc c'est des gens qui attendent un retour et qui ne sont plus toujours forcément dans des dispositions de respect qu'ils pourraient avoir au départ. On n'est pas élu pour ça. Je veux dire, on se présente, on veut travailler pour notre commune, on veut travailler pour nos habitants, mais on ne s'attend pas un jour à recevoir des coups ou à être bousculé.
Et selon David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, depuis le début du mandat, en 2020, près de 4000 élus, soit 1000 maires, ont démissionné de leurs fonctions à un niveau jamais vu. De quoi inquiéter largement, Philippe. Absolument, Cécile, puisque le patron des maires de France craint, je cite, un découragement des vocations. Pour lui, la crise civique, le découragement et les tentatives d'intimidation à l'encontre des édiles sont les raisons qui poussent aujourd'hui de nombreux élus à rendre le tablier. Alors, est-ce que vous comprenez cette situation? Est-ce que vous pensez que les maires, on leur en demande trop? Ils sont envoyés pour les tribunaux devant les tribunaux pour un rien. On les réveille à 4h du matin pour des choses où on n'a pas de raison de les réveiller. Vous êtes maire, vous avez été maire, vous avez démissionné ou vous pensez que vous allez démissionner, ou vous avez envie de devenir maire malgré tous les inconvénients. Un seul numéro, le 0826 300 300. En tout cas, la réponse pour ceux qui votent sur notre compte Twitter, elle est sans appel. 95% comprennent les maires qui jettent l'éponge. Pour en parler, Muriel Fabre est avec nous, secrétaire générale de l'Association des maires de France. Bonsoir Muriel Fabre. Bonsoir. Bonsoir. Et dans quelques instants avec nous, André Artereau sera avec nous, maire d'Hennebont, qui lui a quitté ses fonctions. Avant de revenir vers vous, Muriel Fabre, un tour de table avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, est-ce que vous comprenez forcément? Ah ben bien sûr. Alors, il est très facile lorsqu'on est à l'abri dans un studio de dire, moi, c'est un si beau métier être maire que j'aurais souhaité qu'il résiste. Mais il faut bien voir qu'au fil des années, il y avait sur un plateau de la balance l'honneur d'être maire, la confiance, l'estime, l'admiration. Et sur l'autre, il y avait du dévouement, il y avait du respect, de la sollicitude. Et d'un coup, un des plateaux a été envahi par des insultes, des violences, des coups, de la mésestime, du délire, l'horreur. Et donc, je comprends que certaines personnalités, malgré la beauté du métier de maire, qui longtemps a été le seul à être vanté par les Français, eh bien, ne suffisent plus à soi seul pour maintenir les maires en place. C'est terrifiant. Elisabeth Lévy. Moi, je pense qu'on peut même étendre... Alors, le maire étant celui qui a porté de toutes les horreurs que Philippe vient de citer, c'est celui qui est le plus menacé, je dirais, mais on peut étendre ça à beaucoup d'élus qui sont maltraités par les gens, ils sont méprisés, on entend toute la journée, ils s'en mettent plein les poches, alors que franchement, c'est pas vrai. Voilà. Je trouve que le métier de politique en général, si vous voulez, je sais plus qui avait dit, oui, ça consiste en plus à se faire engueuler par des journalistes incultes, c'était Léotard quand il a quitté la politique, je crois, je suis pas sûre, c'est peut-être un autre. Et je trouve que ça devient vraiment difficile et qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des politiques indélicats, mais c'est vraiment pas le plus grand nombre. Je pense que ce qu'on peut leur reprocher souvent, c'est leur impuissance, ça oui, mais on les traite comme si c'était des malfrats. D'ailleurs, Philippe et moi, on les défend souvent sur ce terrain-là, et notamment sur l'argent. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de gens en politique, ils gagneraient 10 fois plus d'argent dans le privé. Donc je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps. Ils sont pas tous bons, mais c'est quand même des gens qui sont au service de la collectivité. Et moi, je ne le ferai pas. Ce sont pas de maires de grandes villes, ce sont des maires de petites communes. Même les députés, même et donc moi, la dotation, elle est très légère. Jean Vous avez raison en plus, Cécile. C'est pas le même salaire que le maire de Lyon ou le maire de Paris. Oui. Non, écoutez, sur cette vague, j'aurais tendance à la rattacher plutôt à cette grande démission. Ça fait la une de la presse. Ce ne sont pas que les maires qui sont concernés. Plus personne ne veut travailler. La France est concernée. C'est vrai aussi aux USA. Il y a un mouvement que l'on constate après chaque grande crise. Il y a eu cette pandémie et les restaurateurs trouvent plus d'employés. Les entreprises ne trouvent plus de quoi recruter. Les médecins veulent plus travailler. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France aujourd'hui. C'est pas la même chose pour les maires. On n'est pas dans le même. Je ne comprends pas pourquoi il en serait différent pour les élus locaux. Précisément, il y a un mouvement de grande démission. Les gens ne veulent plus travailler. Il y a notamment la pandémie qui a joué un rôle majeur. Ça, c'est très très bien documenté par les psychologues, par les sociologues. Et donc, je dirais, toutes choses égales par ailleurs, les élus locaux ne font pas exception précisément à la règle. Et ils sont emportés par cette vague de grande démission. Je pense que vous êtes hors sujet, mais on va poser la question à Muriel Fabre. Si vous permettez. Muriel Fabre, cette démission des maires, c'est pas une question de pas aimer son travail, c'est une question en fait, ça vient de l'extérieur. Ça peut être plein de choses.
Effectivement, je pense que je suis moins d'accord avec la dernière intervention que les précédentes. Aujourd'hui, il faut quand même montrer qu'effectivement, les démissions des maires sont beaucoup plus importantes que sur la dernière mandature. Aujourd'hui, on est autour de près de 930 maires démissionnaires, ce qui représente à peu près le nombre de maires qui étaient démissionnaires sur la mandature entre 2014 et 2018. Donc, preuve qu'on est dans un fort élan, entre guillemets, mais qui est conjoncturel et qui n'est pas lié, loin de là et loin s'en faut, au fait que les maires ne veulent pas travailler. Au contraire, je pense qu'ils ont envie de se retrousser les manches. Ils l'ont montré pendant la crise sanitaire, ils étaient là, ils étaient présents. Mais aujourd'hui, on fait face à beaucoup de choses compliquées, difficiles. L'inflation, le manque de moyens, on l'a entendu tout à l'heure, hein, on n'a pas aujourd'hui la possibilité d'avoir les moyens d'agir, la possibilité d'agir parce que nous n'avons plus d'argent, en tout cas très peu, malgré les annonces. On a aussi la montée des incivilités. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte, on l'a vu encore avec les réformes des retraites et tout ce contexte finalement de violence verbale. Et les élus locaux que nous sommes sont en proximité, sont à portée de baffe. Et effectivement, on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a un vrai malaise et je pense qu'il est important d'agir dans ce cadre-là. Excusez-moi, violence verbale, parfois on peut, quand des permanences sont attaquées, ça s'appelle une violence à la limite du physique, là, à mon avis. Hein. Voire plus, effectivement, voire plus. Hein. 0826 300 300. André Artero est avec nous. C'est l'ancien maire de Hennebont. Bonsoir, merci d'être avec nous dans le Morbihan. André, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Vous êtes maire depuis 7 ans. Vous avez été réélu récemment. Et là, c'est trop compliqué. Ah oui, j'ai entendu tous les arguments des uns des autres et tout ça, ça se mixte. Et à un moment donné, la synthèse se fait sur une personne. Donc c'est à l'instant T comment un maire peut vivre tout ce qu'on a pu dire. Hein. Déjà, fondamentalement, l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et le mandat d'élu. Parce qu'on voit la fonction de maire, mais il y a plein d'autres délégations que le maire doit assumer tous les jours dans des organismes HLM, dans des conseils d'administration d'hôpitaux. Donc la tâche est complexe. Et puis il y a cette question qu'elle est soulevée aussi, des besoins sociaux que l'on voit tous les jours, des demandes qui sont parfaitement justifiées, et puis vous n'avez pas les moyens de mettre en œuvre toutes ces politiques-là. Une ville comme Hennebont de 15 000 habitants a perdu 1,2 million de dotation de l'État sur le dernier mandat. 1,2 million de fonctionnement par an dans une commune de cette taille. C'est énorme, c'est l'équivalent à la fois du déficit structurel, déficit au moins de la partie sociale, de la restauration scolaire, plus de la piscine, plus des centres de loisirs. Qu'est-ce qu'il faut faire? On supprime les 3 Non, on va faire des économies. Donc on va se retrouver face à des négociations importantes au niveau des ressources humaines, au niveau voilà. André Artero, est-ce que les administrés vous demandent de plus en plus de choses? Est-ce qu'ils sont de plus en plus exigeants? Et de plus en plus procéduriers. Oui, non, je pense surtout qu'ils ne demandent pas de la même façon. Voilà, moi j'avais mis en place il y a 7 ans et je l'ai fait pendant 6 ans, tous les lundis soirs, 17h, 18h, allô monsieur le maire. Les gens m'appelaient en direct. Ils étaient surpris, ils pensaient que ça passait par un secrétariat. Non, c'était en direct. On a un stand des élus sur le marché le jeudi, tous les mois, en contact direct. Les visites dans les quartiers. J'ai eu des personnes véhémentes, j'ai eu des propos tenus. Vous attendez quoi, monsieur le maire, qui est un mort et ceci et cela. Mais c'est pas grave ça. C'était en face de moi, on discutait, on argumentait. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est la moindre colère individuelle est diffusée sur des réseaux, en particulier des réseaux de ville, dont un qui s'appelle ici « J'aime ma ville », mais ils ont raison de faire ça. Ça crée du lien social, mais d'un autre côté, ça surdimensionne la plainte. Et c'est une plainte individuelle et parfois sur la base d'une fake news. Et ça, c'est difficile pour un maire. Alors, c'est difficile en fonction aussi de sa propre personnalité. Bien sûr. Pour certains, ça glisse, et puis voilà. Restez avec nous, monsieur le maire. Enfin, je ne sais pas si je peux vous appeler encore monsieur le maire, si vous êtes encore... Oui, c'est pas grave. Avant de revenir avec nos vraies voix, Muriel Fabre, est-ce que, de ce que vous avez relevé de tous les maires démissionnaires, est-ce qu'on est à peu près dans la même ligne? Absolument. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui nous reviennent sur la pression médiatique. La pression que subissent les maires à travers effectivement les médias, les réseaux, l'hystérisation des propos qu'on peut trouver face aux réseaux sociaux est très prégnant dans les retours. On a aussi ce qui a été dit par mon collègue en démarrage, c'est l'impact en fait sur sa vie professionnelle et sa sphère privée.
Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'un élu a beaucoup d'implications. Il est élu finalement 24 heures sur 24 et c'est parfois très très complexe dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, de pouvoir en fait concilier l'ensemble. Et ça, on l'oublie et c'est peut-être aussi un démarrage de crise des vocations. Et puis après, effectivement, la montée des incivilités, les inflations normatives, la bureaucratie qui nous écrase et la partie financière qui aujourd'hui est une partie très importante pour mettre en place des politiques publiques, bien évidemment. Philippe Bilger. C'est une question au fond pour les deux, Oui. Cécile. En dehors des violences dont les maires sont victimes, qui peuvent déjà à elles seules expliquer le découragement, voire le départ. Comment se fait-il que les maires, lorsqu'ils ont choisi cet honneur et leurs concitoyens leur ont donné, n'aient pas perçu d'emblée tout ce qui allait advenir avec la modernité dans ce travail de maire, tout de même? Parce que vous parlez de vos multiples activités, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse du métier de maire. Oui, bien sûr, c'est inhérent à la fonction. Alors, il se trouve que professionnellement, j'étais formateur des cadres de collectivités locales et formateur d'élus. Donc, j'avais parfaitement connaissance de ces difficultés. Mais avoir connaissance ou les vivre, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est ça. 0826 60 300. Laurent, vous vouliez réagir aussi de Mérignac. Oui, alors moi je suis pas maire, je suis pas élu, mais vu de ma fenêtre, moi ce qui me perturbe un petit peu par rapport à ce que je peux lire ou constater, c'est l'irrespect des institutions, et je pense que ça impacte fortement la capacité aux maires de pouvoir agir. Quand je parle d'irrespect des institutions, je pense aux violences verbales, aux violences physiques, mais aussi aux violences sur les réseaux sociaux, comme on en parlait. Aujourd'hui, on est dans un monde des extrêmes, on pardonne plus rien à personne, et puis on en demande peut-être un petit peu trop. Et ces extrêmes, en fait, c'est aussi, je pense, l'exemple des politiques de haut rang qui donnent pas l'exemple, en fait, et on voit bien ces derniers temps, notamment à l'Assemblée, la violence verbale en permanence, et puis les injonctions et les provocations, après ça se retrace sur le terrain. Et puis je pense que les maires subissent cette colère, forcément. Un petit peu comme les joueurs de foot qui donnent un mauvais exemple en chauffant l'arbitre, et puis que ça se joue sur les terrains. Un petit mot de Jean Dorido et ensuite on laissera la parole à... Oui, je vais aller dans le sens de Laurent. Peut-être effectivement que certains maires payent pour les autres, servent de mauvais objets. Philippe Bilger l'a dit tout à l'heure. Longtemps, la figure du maire, c'était vraiment le personnage politique préféré des Français. Et aujourd'hui, cette dernière digue commence à lâcher parce que c'est un fait qu'il y a un ras-le-bol généralisé des Français, l'inflation, le pouvoir d'achat et le sentiment que les responsables politiques ne sont pas au rendez-vous et donc ils payent la facture. Pardon, mais cher Jean, je trouve que dire ça comme ça, c'est un peu dangereux parce que dans le fond, j'en ai un peu assez que la colère, le ras-le-bol, si vous voulez, on est très malheureux et nos malheurs justifient tout, y compris qu'on se conduise comme des gamins mal élevés. Et ça, c'est dans le meilleur des cas des gamins mal élevés. C'est-à-dire, là, parce qu'il y a une différence entre le type qui agresse et celui qui est juste insolent. Mais il n'empêche que les gens en aient ras-le-bol ne justifient, mais en rien, je veux dire, ces comportements. Et c'est là d'ailleurs où j'en profite pour malicieusement vous recontredire, parce que je pense que de nouveau, si vous voulez, il y a quelque chose dans notre surmoi qui a changé. C'est-à-dire que les gens sont énervés, donc puisque je suis énervé, donc allons-y. Oui. Donc je ne crois pas que les êtres humains d'aujourd'hui, de ce point de vue-là, soient les mêmes que ceux des années 1950, par exemple. On appelle ça de toute façon l'éducation, c'est ça. Merci beaucoup André Artero d'avoir pris le soin de nous répondre, maire d'Hennebont, et on vous rappelle que vous êtes toujours à la mairie, mais sur une autre fonction, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis à la fois conseiller municipal et à l'agglomération, et je m'occupe du haras national d'Hennebont, lui donner une nouvelle vie. Et voilà, ce sera beaucoup plus calme. Merci beaucoup, et merci beaucoup Muriel Fabre d'avoir été avec nous, secrétaire général de l'Association des maires de France. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Vous restez avec nous dans quelques instants. Un doux moment, le quiz de l'actu. Voilà. Des Kikadi en pagaille. À tout de suite.
Chers amis, bienvenue à nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger, Jean Dorido, avec Elisabeth Lévy et un autre ami Laurent de Marignac, qui est Mérignac, notre... oui. Mérignac. J'ai dit quoi, Marignac? Marignac. Non, prouvez-le. Voilà. J'étais sûr de votre réponse. Alors là, maintenant, celle-là, en termes de mauvaise foi... Mais c'est le royaume de la mauvaise foi, ce jeu, j'ai le droit quand même. Oui. C'est un peu nous qui l'avons inventé. Oui. Et ben voilà, le quiz de l'actu, c'est maintenant. Et il y a un jingle. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, mon cher Laurent, vous décidez de jouer contre Elisabeth Lévy, contre Philippe Bilger ou contre Jean Dorido? Jean Dorido. Ah, Jean Dorido. Ouh là là. Voilà, seul contre tous. Ouais, seul contre. Mais là, pour le coup, seul contre tous. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ben, à chaque fois, c'est pareil. Je me le demande. On va vous faire réécouter le début de l'émission. Allez, on démarre tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Non. Une question. Oui. Question Kikadi. Kikadi, Olivier Faure a obtenu sa réélection à Marseille par la fraude. Qui a dit ça? Alors ça, qui a bien pu dire ça? Je vous aide un petit peu. Je vous écoute. Il vient du PS. Monsieur Guérini, peut-être? Non. Drey. Julien Drey. Il est maire. Falorni. Non, maire d'une grande ville. Maire PS d'une grande ville, il n'y en a plus beaucoup là. Olivier Faure a obtenu sa réélection à Marseille. Ah, c'est monsieur de Montpellier. Oui. Olivier Delafosse. Olivier Delafosse. C'est Michael Delafosse. Michael. Oui, c'est Michael Delafosse. Pourquoi j'ai mis Olivier? C'est moi, c'est moi. 2 points pour Jean Dorido. Absolument. Ah, dis donc, Nouveau Kikadi. Kikadi, la NUPES, elle est dépassée. Il faut rassembler bien au-delà. Ah, je l'ai vu ça. C'est un chef de parti. Mélenchon. Non. Fabien Roussel. Bonne réponse de Laurent. C'est effectivement Fabien Roussel, le patron des communistes. Voilà. Une question Kikadi. Jean-Luc Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Bonne réponse. Complète. Voilà, efficace. Efficace. C'est ça. Allez, encore un Kikadi. Une députée LFI en moins, c'est une victoire pour la République. Monsieur Ciotti, peut-être? Non. Raffarin. Non. Monsieur Bardella? C'est le même parti. Le Pen. Alors, non. Monsieur Odoul. Bonne réponse de Jean Dorido, Julien Odoul. Julien Odoul. Il n'y en a que pour la canaille ici. Et vous le faites transpirer, hein. Jean Dorido, il est au bout du rouleau. Question Kikadi. Kikadi, le dialogue social est l'une des grandes faiblesses d'Emmanuel Macron. Ah oui, je le sais. La nouvelle patronne de la CGT, peut-être. Non, pas du tout. C'est quelqu'un de très important. Oui, mais... C'est pas Laurent Berger? Non, pas du tout. Alexis Colère? J'allais dire une grosse... Il a plus une corde à son arc. C'est la deuxième personne la plus importante de l'État. Bonne réponse, il a été plus rapide. Philippe Bilger a été plus rapide. Bilger. Allez, on continue. Kikadi, Gérald Darmanin, il ment comme il respire. Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas le même bord. Mathilde Panot. Pourquoi il aurait pu le faire? Elle est européenne. Députée européenne. Manon Bonne réponse. Aubry, Manon Aubry. Lévy, C'était Manon pas loin. Aubry. Allez, on continue. Allez-y, Cécile, il y en a encore. Qui a écrit? Ce n'est pas pour rien que Gérald Darmanin sera avancé si incroyablement dans la... c'est pas très français. C'est écrit dans son blog. Ce n'est pas pour rien que Gérald Darmanin se sera avancé si incroyablement dans l'affirmation d'un profil bolsonariste en France cette quinzaine-ci. C'est dans son blog. C'est Mélenchon. Bonne réponse d'Elisabeth. Je comprends même pas ce que j'ai lu, tellement c'est compliqué. C'est écrit sur le blog de Mélenchon. Alors, on en est où? On en est à 6, 8, 10, 2. Je crois que c'est très serré. C'est très serré. 10-4, j'ai 10 points déjà, c'est incroyable. Superbe. Vous avez gagné quand même contre l'affreux Jean Dorido. J'ai pas fait exprès. Ah bah non, lui non plus, il a pas fait exprès. Merci Laurent pour cette authenticité qui vous honore. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le coup de gueule, le double coup de gueule de Philippe David. Un double coup de gueule sur la faculté de Bordeaux. J'allais vous appeler. Tiens donc, de quoi tu parles? Il y en a 2 pour le prix d'un. Allez, restez avec nous, on vous souhaite la bienvenue, merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 19h, à tout de suite.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy, avec Jean Dorido et le coup de projecteur 18h30. On va revenir sur cette élection partielle en Ariège qui crée une espèce de, comment dire, une ébullition à gauche. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a qu'à lire les réseaux sociaux. Entre l'EPS d'un côté, mais l'EPS aussi de l'autre. En fait, voilà, et la NUPES, bien entendu. Vous voulez en parler, 0826 300 300, la gauche historique est-elle en train de renaître? C'est notre question du jour. Et puis, bien entendu, on fera le tour de table de l'actu des vraies voix. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, mais en attendant, ça gueule un peu avec le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, Cécile, et vous en avez deux pour le prix d'un. C'est un double coup de gueule sur l'université de Bordeaux. Alors, vendredi dernier, les forces de l'ordre ont fini par évacuer un bâtiment de l'université de Bordeaux, occupé depuis 10 jours par des étudiants et des marginaux qui ont commis, écoutez bien, des dégradations matérielles, tacs, dégâts des eaux, destruction des caméras de vidéoprotection, détérioration des équipements de défense contre l'incendie, occultation des portes, mise en place de barricades au niveau des points d'accès au bâtiment, rassemblement d'extincteurs et de bouteilles pour un coût de réparation estimé à 1 million d'euros. Aucune interpellation, mais 39 identités relevées. Si ça ne tenait qu'à moi, chacun recevrait une facture de 26 541 € à régler en monnaie sonnante et trébuchante, un 39e des dégâts évalués. Alors les mêmes occupants de la même fac de Bordeaux qui recevaient mardi dernier un terroriste condamné à perpétuité pour les assassinats du général Audran et de Georges Besse, le PDG de Renault, comme membre d'Action Directe, un Jean-Marc Rouillant odieusement qualifié de prisonnier politique sur les réseaux sociaux. En voyant ces deux faits, on n'a vraiment pas envie de payer, mais on a très envie de vomir. Ouais. On a le droit de faire un commentaire? Ah ben bien sûr, au contraire. C'est juste sur Rouillant. Alors je n'avais pas sur Rouillant. J'ai appris cette information ce matin. Alors c'est effectivement assez choquant, mais ce qui me choque encore plus, à la limite, moi je suis pour la liberté, même des gens qui sont aux antipodes de moi idéologiquement peuvent s'exprimer. C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est si vous aviez eu des gens qui sont eux parfaitement respectables, qui n'ont rien à se reprocher, comme Sylviane Agacinski, Alain Finkielkraut, ou des personnalités de ce type-là, vous auriez eu tous ces braves petits étudiants qui sont comme dans les années 50, commencer à brailler, si vous voulez, en expliquant que le fascisme était à nos portes. Donc recevoir Rouillant, c'est pas grave. En revanche, il y a des gens, même François Hollande, c'est pas ma tasse de thé, François Hollande, mais même François Hollande a été... À Lille. C'était à Lille, Philippe, oui. Merci. Donc, c'est ça le problème, parce que sinon, on peut se dire que... Oui, c'est la liberté d'expression. Je vous laisse réfléchir. Imaginez que si un jour Breivik sortait de prison, on le fasse venir dans une fac en France et qu'on le qualifie de prisonnier politique. Je pense que ceux qui qualifient Rouillant de prisonnier politique hurleraient au scandale. Je suis tout à fait d'accord sur la qualification de prisonnier politique. Après, je ne suis pas pour interdire l'expression, voilà. Mais tout de même, Elisabeth, je vois bien de votre passion de la liberté d'expression. Avec Rouillant, on a un gars qui n'a pas changé d'un iota par rapport à l'époque. C'est vrai, c'est pour ça que continue à légitimer l'assassinat politique. Alors c'est pour ça que c'est un cas limite. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le plaisir, et puis très sincèrement, je m'inscris en faux. Je ne suis pas d'accord avec Elisabeth Lévy. Je trouve très choquant qu'une université reçoive un ancien terroriste. Certes, il a purgé sa peine de prison, d'accord. Pour autant, je trouve effectivement extrêmement choquant qu'un type qui a été reconnu coupable d'assassinat soit reçu dans l'université. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean. Là, sérieusement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne me sens pas le droit de réclamer qu'on interdise tout ce qui me choque. Mais je reconnais que là-dessus, je ne me battrai pas non plus pour que Rouillant vienne plus s'exprimer. Par contre, vous avez envie de payer les dégâts, 1 million, ou c'est ceux qui ont fait les dégâts qui doivent payer? Pollueur-payeur, casseur-payeur? Non, mais déjà, enfin, est-ce qu'il y a une sanction déjà? L'ombre d'une demi-sanction? Non. Si, la faculté va porter plainte. Contre X. Bien entendu, comme ils ont cassé les caméras de surveillance, si vous voulez, on nous expliquera... Non, il y a 39 identités. Oui. Ah ouais? Oui. 39 ont été identifiés. Vous pariez avec moi sur la sanction? Ça n'ira pas au bout. Oui. Voilà. Et pardon, je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Bilger. Je tombe de l'armoire d'entendre que ce monsieur-là n'a pas changé d'un iota. C'est quand même incroyable de revendiquer l'assassinat, mais vraiment, c'est sordide. C'est incroyable. Oui. On y va? Allez. On y va. Allez, le top clic. Les
vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est le retour de Félix Mathieu. Après les élections législatives partielles d'hier en Ariège, une partie de la gauche est à couteau tiré. On en parlera dans quelques instants. Une candidate socialiste dissidente a battu la députée LFI sortante Bénédicte Taurin, alors que pourtant celle-ci bénéficiait de l'étiquette NUPS et donc du soutien officiel du PS. Cette socialiste dissidente, Martine Froger, soutenue par beaucoup de grands élus socialistes, comme la présidente de région Carole Delga, qui a félicité sur Twitter la victoire de cette socialiste, félicité aussi par plusieurs ministres, par des responsables macronistes. Olivier Dussopt, par exemple, écrit « Bravo à Martine Froger pour cette belle victoire lors de l'élection législative partielle en Ariège. S'il existe bien sûr une place sur l'échiquier politique pour une gauche responsable, ce scrutin montre surtout que l'outrance et la radicalité ne payent pas et ne rassemblent pas. Au contraire, d'autres retiennent que dans ce duel gauche-gauche, eh bien la droite et le centre ont choisi la dissidente socialiste plutôt que l'insoumise sortante. La tentation de faire de grandes analyses politiques sur la base d'une élection partielle existe, mais si on tente ça, il faut prendre les deux tours, écrit l'ancienne patronne des écologistes Cécile Duflot, qui détaille « En général, une élection législative partielle suit une annulation et ça rejoue le film. On réélit le sortant d'habitude. Ce qui s'est passé en Ariège, c'est que la candidate Renaissance a été éliminée au premier tour. Sinon, la sortante aurait été réélue. Ensuite, un second tour au sein d'une même famille politique promeut généralement le challenger par le plaisir des opposants de faire chuter le sortant. Voilà l'explication de Cécile Duflot. Est-ce que c'est convaincant ou pas ? Bon. La moue d'Elisabeth Lévy dit tout. Je pense que... Pardon, Damet. Non, il est vrai que... Enfin, moi, je crois qu'on peut pas, à partir d'une élection, si vous voulez, nous expliquer que la nouvelle gauche, la bonne gauche revient et a chassé la mauvaise gauche. Ça, je ne crois pas du tout. C'est plutôt... Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais je crois qu'on n'en a pas du tout fini avec la gauche insoumise. Et par ailleurs, idéologiquement, mais peut-être ça va être le sujet de notre prochain débat. Oui, absolument. Et on va terminer avec ces réprimandes de la Première ministre à l'encontre de Marlène Schiappa. Oui, Elisabeth Borne a appelé Marlène Schiappa pour lui dire que son interview dans Playboy n'était pas du tout appropriée dans le contexte actuel, tandis que la gauche, de son côté, s'est indignée de cette communication en pleine crise sociale, cette une de Marlène Schiappa, la une du magazine. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accordé un long entretien sur les droits des femmes dans ce numéro, en posant à la une habillée d'une longue robe blanche. La Première ministre lui a donc fait savoir que c'était pas approprié, à plus forte raison, selon Elisabeth Borne, dans la période actuelle. Alors, parmi les nombreuses réactions, il y a par exemple ce tweet du journal Courrier International qui a un peu compilé ce qui se disait en dehors de l'Hexagone. Après l'interview d'Emmanuel Macron dans PIF, celle accordée par la secrétaire d'État au magazine Playboy, ce choix dénote une communication déconcertante en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, souligne la presse étrangère. Voilà ce que nous dit Courrier International. Eh ben, vous restez avec nous dans quelques instants. J'ai eu un message de PIF, comme Elisabeth Lévy ne veut pas en une de causeur, ils veulent Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Jean Doridon en une, nus dans un drapeau. Voilà, c'est ça, très bien. Quel sera le gadget ? C'est ça la question. On aura Pierre Allure, à mon avis. Je tiendrai le drapeau. Et donc, je vois que la presse étrangère est aussi pleine à jouir que la nôtre. Vous venez assister au shooting, Cécile ? Oui, avec moi, je peux prendre des photos. Donc après cette élection législative partielle d'hier en Ariège, une partie de la gauche est à couteau tiré. On va justement en parler dans quelques instants dans le coup de projecteur. Vous voulez réagir 0826 300 300 à cette question, la gauche historique est-elle en train de renaître ? Pour l'instant, vous dites plutôt non, à 80%, mais les choses peuvent changer. À tout de suite. 18h19, si vous vouliez l'heure, la voici. On est ravis de vous retrouver. C'est les Il vient d'être 18h20. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps, oui. C'est fou, on ne peut pas leur faire confiance à ces horloges. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, est avec nous, Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Ça fonctionne cette application ? Ça fonctionne très bien. De mieux en mieux. Dans votre vie personnelle. Oui, c'est ça, je pratique. Ouais, c'est bien mon petit chat. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vrais mots. Disons. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Bien sûr, c'est le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, le montant des astreintes désormais plafonné, c'est mauvais signe pour les déserts médicaux.
On savait, Cécile Philippe, que des intérimaires étaient payés jusqu'à 4 000 € par garde. Et bien sûr, vous venez de l'indiquer, on a décidé de plafonner cela. Alors ça crée beaucoup d'inquiétudes dans la France profonde pour les déserts médicaux, parce qu'elle craint légitimement de manquer de bras et que des services soient fermés. Juste pour dire qu'on est passé de 4 000 à 1 300 et quelques euros, c'est ça? Je peux comprendre en même temps le souci d'économie. Diminuer, oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire pour ces déserts médicaux si ça les dépeuple encore davantage, si j'ose dire. Compte tenu, non mais, c'est-à-dire que peut-être on aurait pu passer de 4 000 à... Peut-être que ça fait beaucoup comme différence. Déjà. Cela dit, il y a quand même, je veux dire, je comprends bien qu'être intérimaire suppose qu'on soit un peu plus payé. Il y a quand même des écarts qui sont, quand on songe à ce que sont payés des médecins généralistes qui nous manquent cruellement aujourd'hui, il y a quand même des écarts qui sont un peu problématiques. Mais vous avez raison de soulever le problème que ça pose, auquel évidemment personne n'a réfléchi avant de prendre cette mesure. Oui, sur les... je trouve cette information absolument scandaleuse, ça me met en colère, c'est quand même effrayant. Tout le monde a le droit de gagner sa vie dans ce pays, sauf les médecins. Même les soignants en général. Alors là, il faut vraiment qu'ils travaillent pour la gloire, pour la médaille. C'est quand même... la santé n'a pas de prix, certes, elle a un coût, et il faut quand même accepter au bout d'un moment de payer les gens. Un médecin, il fait de longues études, il fait un travail certes magnifique, c'est un travail qui est très difficile. Je ne vous parle pas du burn-out chez les soignants, des taux de suicide qui sont quand même effroyablement plus élevés chez les médecins que dans la population générale. Et donc là, on avait des personnes qui, par choix, réussissaient à gagner un peu d'argent en soignant les gens. C'est quand même plutôt noble. Eh bien non, en fait, ces personnes n'ont pas le droit de s'enrichir par leur travail. Et je trouve ça très très choquant, et ça en dit long sur la crise de valeurs qui, hélas, anime notre société. Non mais juste quand même, je ne sais pas si vous vous rendez compte combien touche un interne. C'est les internes qui font tenir l'hôpital, bien sûr. Je ne sais pas si vous savez combien... à coups de lance-pierre, Non mais pardon, je ne sais pas si vous savez combien touche un interne pour une gare. Ça doit être de 250 € de plus. Donc si vous voulez, il y a un écart. C'est ça que je voulais dire. Quand vous êtes intérimaire, une astreinte... Peut-être si c'est 2000, ça ira aussi. Il me semble qu'il y a des écarts, si vous voulez. Ça ira tellement bien que là, ils ne vont plus travailler. Ils sont déjà en train de se liguer. Moi, je vois qu'il y a des gens dans la médecine, pour aller dans votre sens, qui gagnent pas un peu moins, qui gagnent 10 fois, 30 fois moins pour faire le boulot. Enfin, je vous dis, les internes, c'est un scandale. Ce n'est pas normal. Donc, bon... On va pas régler le problème de l'hôpital maintenant. Non, en tout cas, c'était bien d'en parler, Elisabeth Lévy. Le tribunal administratif invalide les interdictions de manifester de ce week-end. Ah oui, alors en fait, ça s'est passé... cause votre réaction. Alors, ça c'est donc samedi, c'était dans la nuit de samedi à dimanche, oui c'est ça. Et donc il y avait un arrêté pris par le préfet pour interdire donc les manifestations non déclarées, surtout que vous savez c'est des manifestations du soir avec poubelles brûlées, jeu du chat et de la souris et bagarre et agression des forces de l'ordre. Donc le préfet avait pris, à mon avis, assez logiquement, un arrêté pour interdire. Et je rappelle, on l'a appris, beaucoup de gens l'ont appris à cette occasion, qu'une manifestation non déclarée, ça n'est pas un délit d'y participer, c'est un délit si elle est interdite. Vous avez les manifestations non déclarées et celles qui sont carrément interdites par le préfet. Eh bien, le tribunal administratif de Paris, saisi par le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l'homme, a considéré que c'était une atteinte beaucoup trop grave à la liberté de manifester bien sûr le soir, la liberté des gens de sortir le soir, on s'en fout, la liberté des policiers d'avoir des week-ends, on s'en fout, la liberté des Parisiens de pouvoir bagnauder dans leur ville, on s'en fout. Par contre, la sacro-sainte liberté des semeurs de bazar, et je suis poli, car je suis en présence de Philippe Bilger, des semeurs de bazar, si vous voulez, de semer le bazar et de se livrer, je veux dire, à des agressions, parce que c'est ça qui s'est passé depuis l'annonce du 49.3, si vous voulez, ce peuple de juristes s'est levé en masse, et on a assisté tous les soirs à ce que j'appellerais des soirées but à gaz comme en Corse. C'est ce qui sont scandaleuses. Et maintenant, on met en
en cause les forces de l'ordre et le tribunal nous explique que non, pas du tout, le préfet n'a pas le droit d'interdire. L'état de droit va rendre les gens dingues. Parce que l'état de droit consiste toujours à protéger les voyous, si vous voulez, et à ne jamais laisser la collectivité se protéger. Et rappelez, Isabelle, que c'est également l'interdiction que les gens autour n'avaient pas le droit d'avoir des boules. Oui, bien sûr. Pardon, vous avez perdu. Allez-y, non, allez-y, je vous laisse le... C'est que dans l'arrêté, il y avait aussi que les gens n'avaient pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des armes par destination. Écoutez, on a quand même vu, la préfecture l'a montré, il y a quand même des engins, les gens ils font des espèces d'engins avec du béton ou du ciment dans lequel ils plantent des énormes clous. Ils balancent ça sur les policiers. Mais je vais dire, Et évidemment, il y a pas quand il y a des arrestations, ils sont relâchés et les belles âmes hurlent en disant atteinte à la liberté. Mais allez, Jean Dorido. Vous voyez, Elisabeth, merci pour ce tour d'actu, parce que vous voyez, c'est pour ça que les mômes ne respectent plus l'autorité. Vous voyez, les mômes sont les mêmes que dans les années 50. Simplement, quand vous avez des juges qui font de l'idéologie et qui précisément vont à l'encontre de l'autorité de l'État, et ça c'est de la psychologie vraiment basique, eh bien vous avez des mômes qui ne respectent plus cette autorité. Je vais vous dire pourquoi les mômes ne sont pas les mêmes. Parce qu'on leur apprend depuis l'âge de 2 ans qu'il ne faut pas faire d'efforts dans la vie. L'école leur apprend depuis l'âge de 2 ans que l'effort c'est mal. Donc, à l'arrivée, je veux dire, voilà. Mais on ne va pas trancher ce débat. 48 secondes pour nous parler de la fin de vie selon Michel Houellebecq. 48 secondes, oui, merci au journal Le Figaro qui a traduit en réalité une interview qu'a donnée Michel Houellebecq à un magazine américain qui s'appelle Harper's, et dans laquelle il dénonce précisément la dérive qui est en train de suivre la France sur la fin de vie. Et il parle notamment de ce film sensationnel Soleil Vert, un vieux film d'anticipation dans lequel on voit une société très libérale, n'est-ce pas, qui tue les personnes âgées parce qu'elles ne rapportent plus rien, elles coûtent trop cher. Et c'est assez effrayant le chemin qu'est en train de prendre la France sur le sujet. Oui, en tout cas. À lire absolument. Vous avez déjà fini? Oui. 48 secondes. Jean, alors c'est rare. Ah ouais. Bravo, Jean. Il est trop fort. Oh là. Surtout Houellebecq. Je suis bluffé. C'est le poil qui se fout du chaudron, là. Jean Dorido est efficace, on le sait. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Cécile. Dans quelques instants, on va revenir sur cette guerre des gauches dans un bastion historique socialiste. Ça s'est passé en Ariège dimanche avec cette question: la gauche historique est-elle en train de renaître? Voilà, ce qu'on appelle les dissidents. Ce mot ressort beaucoup aujourd'hui. 0826 300 300, on va en parler bien entendu avec nos éditorialistes préférés de la journée. Vous avez vu, j'ai dit de la journée. Allez, à tout de suite. Continue les vraies voix jusqu'à 19h. Jean Dorido est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy est avec nous. Vous pouvez bien entendu, cette émission vous appartient, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 à n'importe quel moment. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la dissidente socialiste Martine Froger a remporté ce dimanche l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège face à Bénédicte Taurine, candidate La France Insoumise, soutenue officiellement par la NUPES, de quoi relancer la guerre des gauches dans un bastion finalement historiquement socialiste, Philippe. Oui, Cécile, un bastion historiquement socialiste que l'Ariège. En effet, si chez LFI on critique, je cite, une alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche, des macronistes de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement salue les résultats de cette élection où l'avenir ne se joue pas avec LFI au sein de la NUPES et où l'outrance et la radicalité ne paient pas. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un créneau pour une gauche historique, classique, laïque, universaliste aux côtés de la NUPES et qu'elle peut renaître et que c'est peut-être le début qui a eu lieu hier? Vous pensez le contraire? Un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et Franck Guéguenia est avec nous, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperons. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. 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 Petit tour d'horizon avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, vous avez entendu ce qu'a dit Raffarin en disant que finalement c'était peut-être une attaque directe anti-NUPES qui était en train de naître. Alors, suite à cet événement. Je ne voudrais pas prendre forcément nos espérances, si j'ose me mettre avec Jean-Pierre Raffarin, pour la vérité de demain. Mais
est-ce que tout ce qui s'est passé là dépend, comme l'a très bien dit Philippe tout à l'heure, durant la pause, d'un climat spécifique à l'Ariège, ou est-ce que, en définitive, on peut penser que cette élection très nette, très éclatante de la dissidente PS représente une forme d'hostilité à l'égard de l'emprise délétère de LFI sur la NUPES, et donc augure de lendemains qui seront plus souriants, de mon point de vue en tout cas. C'est la question. Moi, il me semble que, sans forcer le trait, on peut dire que l'Ariège, avec cette élection, peut-être prépare un avenir qui ne sera pas aussi sombre qu'aujourd'hui. Alors moi, je suis pas aussi optimiste que Philippe, parce que la dérive de la gauche date quand même il y a très longtemps. Jean me rappelait le rapport de Terra Nova, qui date de 90, de 2000, de début des années 2000, il y a 15 ans. Oui, Marianne a fait un papier, c'était les 15 ans, où dans le fond, la gauche a abandonné les classes populaires old school, comme dit Michel Onfray, pour se tourner vers l'électorat bigarré des minorités, etc. Et ça aboutit à la drague du vote musulman par les insoumis. Et ça, je crois que c'est quand même une évolution idéologique profonde. Je crains que l'hirondelle de l'Ariège n'annonce pas tout à fait le printemps de la République. Mais je voudrais quand même ajouter, je crois qu'il faut se battre idéologiquement contre Jean-Luc Mélenchon, particulièrement, c'est pas anti-NUPES, mais dans la NUPES, il y a des gens, les gens du, moi j'ai pas de problème avec les gens du Parti communiste, en gros j'ai des accords, mais je ne crois pas qu'il faille rééditer la sottise qu'on a fait avec le Rassemblement national, avec le Front républicain, avec les insoumis. C'est-à-dire, il faut se battre sur le terrain des idées, il faut convaincre les gens de ne pas voter pour eux, si on veut pas qu'ils prennent du pouvoir et qu'ils prennent du galon, mais recommencer à faire des interdits, à dire que certains électeurs ne sont pas cachers et qu'il faudrait en quelque sorte stériliser leur voix, c'est vraiment très fatigant et c'est vraiment stupide. Et ça s'appelle pas de la démocratie, surtout. Et merci Cécile. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Alors, ça s'appelle pas de la démocratie. Oui, c'est de la démocratie, puisque justement, Elisabeth Lévy le rappelle, il y a eu longtemps ce fameux front républicain, les élus où les anciens élus ne sont pas propriétaires de leurs électeurs. Toutefois, ils sont libres, ma foi, d'appeler à voter pour un tel ou une telle. Et je veux dire, nous n'avons pas, comment dire, nous pouvons être en désaccord avec ça. Toutefois, on ne peut pas empêcher les représentants politiques, eh bien, ma foi, de faire comme depuis toujours des alliances et des appels à faire barrage. Je veux dire, mais le Front républicain, c'est l'idée morale. Le Front républicain reposait sur un interdit moral. Le fait est que manifestement il a disparu. Il y a plus de 80 députés RN aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc je veux dire, il y a des mouvements d'opinion qui sont ce qu'ils sont. Et après, les élus, ma foi, appellent à voter pour qui ils veulent. Je voulais juste préciser que de mon point de vue, ça n'a pas de sens de dire que certains députés sont exclus du champ, si vous voulez, des gens fréquentables. Ça a été un désastre avec le RN. Ça a poussé, je veux dire, ça a exclu une partie des électeurs. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas à exclure des électeurs. On n'a pas à décerner des brevets de République. Notre invité est là, Franck Guéguegna, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperon. Ce bastion, finalement, ariégeois, est-ce que ça peut changer ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut ouvrir une nouvelle voie, par exemple? Manifestement, en tout cas, cette élection, elle était attendue. Et les enjeux étaient importants, puisqu'il y a quand même plusieurs ténors nationaux qui se sont déplacés pour soutenir les différents candidats. Donc sa valeur de témoin, c'est indiscutable. C'est aussi tellement un témoin qu'aujourd'hui, on peut voir, et les déclarations, tout à l'heure, il a été cité M. Roussel, le responsable des communistes. Oui, je répète ce qu'il a dit, la NUPES, elle est dépassée, il faut rassembler au-delà aujourd'hui. Exactement. Et nous, le Parti radical de gauche, nous n'avons pas adhéré à ce mouvement de la NUPES parce que d'abord, on n'y retrouvait pas nos valeurs et qu'on ne peut pas construire un projet avec autant de divergences. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expression qui s'est manifestée en Ariège témoigne que le modèle qui était d'un alliage et pas d'une alliance n'a pas pris. Vous savez, vous pouvez toujours essayer de mettre de l'huile avec du vinaigre.
la mayonnaise ne prend pas. Eh ben, on est exactement dans cela. Lorsque vous avez des contraintes sur l'Europe, sur la République, sur la laïcité, ce qui n'est quand même pas rien, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous êtes en distance sur l'ensemble de ces valeurs qui constituent la République, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce qui s'est passé en Ariège, en fait, c'est un rééquilibrage autour des fondamentaux qui sont portés entre nous par le Parti radical, c'est-à-dire sur les fondamentaux de la République. Et ça, c'est un élément constructif. Il y aura certainement d'autres partiels qui montreront peut-être d'autres résultats, mais en tout cas, l'Ariège, c'est quand même c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage parce qu'en plus, c'était une terre radicale historique. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça annonce un futur qui sera généralisé, ou est-ce que vous voyez ça spécifique à l'Ariège, à votre avis ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la démarche excessive de la NUPES a irrité quand même beaucoup de Français. Ça, il suffit d'en discuter. Les gens, au bout d'un moment, alors on est certes un pays de révolution, mais on est aussi une nation tempérée. Et on ne peut pas s'opposer surtout tout le temps, et surtout avec des formes qui ne sont pas des formes conventionnelles. Et aujourd'hui, on est un peu dans cela. Les gens souhaitent d'abord être entendus, et puis il y a un autre aspect, c'est que le discours qui est porté aujourd'hui par une partie de la NUPES, c'est pas sérieux, c'est ce que Roger Gérard Schwarzenberg appelait la politique spectacle. On est dans la politique spectacle, c'est-à-dire c'est les coups de semence. Alors il y en a certains qui se filment à la sortie de l'hémicycle en disant oui voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui non, c'est pas ça. Le Parlement ce n'est pas ça. Le Parlement c'est une chambre où on peut débattre, on peut avoir des désaccords, mais où on construit aussi des choses. Et la gauche de Martine Froger, et c'est pour cela que nous l'avons soutenue, allez d'abord, c'est une gauche réelle, c'est une gauche sérieuse, et puis c'est une gauche de progrès. Il ne faut pas oublier que la candidate sortante était quand même sur un certain nombre de valeurs extrêmement éloignées du progrès par notre gauche. Les vraies voix veulent vous poser des questions, et on va partir au 0826 300 300 après. Elisabeth, moi, pardon, je ne veux pas vous faire de peine, mais si vous voulez, ces grandes valeurs de la gauche que vous aviez décrites étaient toujours les grandes valeurs de la gauche, le Parti radical serait probablement à la place de la France insoumise. Pardon, mais si vous voulez, c'est un long processus, et notamment sur la laïcité, je crains qu'il y ait vraiment du chemin à refaire en sens inverse, parce que précisément, vous avez été, je ne veux pas vous faire de peine, et je le regrette, mais vous avez été un peu marginalisé, bien que je vous le reconnais volontiers, vous avez défendu, vous, clairement, ces valeurs. Alors effectivement, mais c'est lié à l'histoire. Vous savez, il y a des aléas historiques. La troisième République, c'était vraiment celle des pères fondateurs du radicalisme. Depuis le 58, ça a été beaucoup plus compliqué. Et le Parti socialiste, entre nous, a flingué dans un premier temps les radicaux, dans un deuxième temps le communisme. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, si on reprend l'hisure du radicalisme... Ça s'appelait l'Union de la gauche. Oui. C'était l'Union de la gauche. À l'époque, c'était Robert Fabre, Georges Marchais et François Mitterrand. Voilà. Vous savez, il ne faut pas avoir une vision linéaire de notre histoire. Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la question de la laïcité. Je vous ai écouté tout à l'heure dans votre débat. Aujourd'hui, toutes les questions tournent autour de la question de la laïcité. On a parlé de l'école, on a parlé des armées, on peut parler de la vie des quartiers. Si la laïcité n'est pas respectée, eh ben, on va vers une déliquescence de notre société. Et ça, c'est une valeur essentielle. Vous pensez que notre société risque de se déliter? Appelez au 0826 300 300. Jean Doridou, vous voulez réagir rapidement et on part au 0826 300 300. Je vais juste vous donner un verbatim d'Olivier Dussopt, qui va un petit peu dans votre sens. Et à mon avis, il y a un petit peu de provocation aussi du côté d'Olivier Dussopt, qui dit s'il existe bien sûr une place sur l'échiquier politique par une gauche responsable, ce scrutin montre surtout que l'outrance et la radicalité ne payent pas. Donc ça va dans votre sens. Pardon. Non, alors c'est déjà sur l'histoire du Parti radical de gauche en bon lyonnais, j'ai forcément une tendresse pour les radicaux, parce qu'Édouard Herriot est un grand maire de Lyon, et voilà, président du Conseil. Bon, non, simplement, je suis assez d'accord avec notre invité sur le fait que c'est vrai que cette posture extrêmement radicale de la France insoumise pendant justement le débat sur les retraites, c'est quand même très très mal passé dans l'opinion. Pour autant, je maintiens que la gauche a abandonné les classes populaires
populaire depuis très longtemps, je pense depuis trop longtemps. Elle a abandonné aussi même les jeunes. Les jeunes ne votent plus en réalité. Et donc j'ai du mal, à l'instar d'Elisabeth, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une espèce de renaissance tel un phénix comme ça. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on est allé tellement loin que finalement ça va peut-être... C'est comme le dentifrice, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le tube, c'est ça le problème. On ne peut pas exclure pour l'avenir qu'il y ait une gauche, si vous voulez, qui reprenne les fondamentaux de la gauche, mais ça demande quand même une véritable reconstruction, parce que les classes populaires, entre-temps, elles n'ont pas attendu gentiment, elles ont foutu le camp au RN. Et parce qu'en plus de la laïcité, il y a la nation. Il y a que la gauche est devenue non seulement multiculti, elle est devenue, et surtout, tout ce qui est national est devenu suspect pour elle. Or, comme le disait Jaurès, le grand bien, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais le grand bien des plus pauvres, c'est la nation, c'est leur pays. Donc voilà, et ça, la gauche a complètement oublié. Elle a oublié. Alors 0826 300 300, Laurent qui est avec nous. Laurent, une réaction? Écoutez, moi je suis assez content de tout ce que j'entends, parce que si j'avais un coup de gueule à pousser par rapport à tout ce que j'entends et que je vois au niveau politique aujourd'hui, c'est il y en a marre des extrêmes, il y en a marre de ces gens qui font n'importe quoi et à l'Assemblée nationale dans la provocation, la violence verbale. Et quand j'entends qu'on reparle de valeurs républicaines et de choses comme ça, et ça me fait plaisir, parce que j'ai mal à ma France quand je vois notamment LFI chanter les chants anti-Macron et tout ça à l'Assemblée. Moi, ça me fait mal à la France, ça me fait mal aux institutions. Alors qu'on reparle de valeurs républicaines, etc., j'espère bien que cette élection en Ariège soit le début de quelque chose. Par contre, je compte vraiment sur les décideurs politiques de gauche de faire leur job aussi, parce qu'effectivement, ils ont fait un petit peu absent. Comme la nature n'aime pas le vide, c'est LFI qui l'a comblé, malheureusement. Franck Guéguénia, vous allez répondre à Laurent, mais je vais rajouter un tout petit mot, peut-être un peu fielleux. Vous allez dire, quand on lit les tweets de Nicolas Mayer-Rossignol suite à l'élection d'hier et les tweets d'Olivier Faure, que pensez-vous du prochain bureau national du Parti socialiste et de l'ambiance qui va y régner? Écoutez, la querelle du Parti socialiste doit rester entre socialistes. Vous l'aurez noté, je ne suis pas socialiste, je ne l'ai jamais été, je ne compte pas le devenir. Avant tout radical et républicain, et au regard de ça, qu'ils fassent leur ménage entre eux. Voilà. Vous savez, le communiqué de presse qui a été balancé hier soir est particulièrement indigne. À partir de là, qu'ils gèrent déjà correctement leurs affaires. Par contre, je voudrais revenir sur l'auditeur. Oui, effectivement, je pense qu'on a besoin d'une gauche sérieuse. Et ce que vous avez dit, en disant, une partie de l'électorat populaire est partie. Oui, il est parti parce que la gauche n'a pas fait son boulot. Mais la gauche républicaine et les autres gauches. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, quand on n'est plus capable d'entendre les électeurs, les gens les plus modestes, etc., les gens vont voir vers ceux qui pensent pouvoir les entendre. Ça s'appelle le populisme, de droite comme de gauche. À un moment ou un autre, il faut savoir dire non. C'est comme en éducation. Vous savez, on a des enfants, des fois ils veulent des choses et on leur dit non, ça c'est pas possible. C'est beaucoup plus facile de dire oui, parce que vous n'avez pas besoin de justifier et vous avez la paix. Par contre, dire non, et dire non pourquoi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications. Je pense qu'une gauche responsable, c'est de pouvoir dire oui le cas échéant, dire non et de l'expliquer. Voilà. Et je salue ce que Laurent, l'auditeur, a pu dire. Absolument. Franck Guéguénia, quand on voit Carole Delga pour la région Occitanie, quand on voit Delphos, le maire de Montpellier, quand on voit Rouen, quand on voit tous ces gens-là, on a l'impression que cette émulation, elle revient finalement du terrain, et c'est tout ce que les gens attendaient. C'est-à-dire que on n'est plus en haut et ça redescend. On a l'impression que c'est le local et le territorial qui commencent à reprendre vigueur. Quand on voit Johanna Roland Mais oui, vous savez que l'avantage, c'est que nous sommes des élus de terrain, des élus essentiellement, on soit des maires, et on est, comme dirait l'autre, à portée d'engueulade. Donc on sait ce qui va et ce qui ne va pas, paradoxalement. Et les gens attendent de nous énormément de choses. Et quand on est un élu local, on doit être en mesure de pouvoir répondre. Et ça, c'est un très très bon signe. Et vous savez, la gauche se reconstruira comme tous les mouvements politiques à partir du terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, d'ailleurs, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, c'est souvent des élus hors sol qui font essentiellement du buzz, de gauche et de droite,
et voire même du centre, et ne s'applique pas sur la notion même d'intérêt général. C'est-à-dire combien je vais avoir de followers. Ça me fait rire. D'ailleurs, il y a des parlementaires qui ont voulu réglementer les influenceurs, et eux-mêmes se comportent comme des influenceurs. Et je trouve qu'on est en plein paradoxe. Merci. La vraie, et je trouve, et on leur donne la parole, et ils se mesurent non pas en termes de compétences législatives, de compétences d'écoute ou réglementaires, ils se mesurent en nombre de followers et de suiveurs, alors pour parler en bon français. Et ça, c'est gravissime. Mais c'est lié aussi à une erreur stratégique. Lorsque vous ne permettez plus le cumul entre un élu local et l'Assemblée, ben vous arrivez à ce genre de scénario. Et ben voilà, ça relance le sujet du cumul des mandats. Franck Guéguegna, merci beaucoup, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperon. Vous restez avec nous dans quelques instants. Ça sonne déjà au standard pour réagir sur le premier sujet. Bérangère sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Encore quelques instants avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy et avec notre ami, j'allais dire Jean Dujardin. C'est fou, pourquoi pas. Jean Doré, vous drague. Là, je vous dis tout net, elle vous drague. Là, je vais vous dire une chose, what else? Un café, s'il vous plaît, merci beaucoup. Allez, 0826 300 300. Bérangère, que j'ai appelé Bérangère tout à l'heure, et qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Bérangère. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs. Bérangère. Bienvenue sur Sud Radio. Pardon, j'ai dit Bérangère, mais j'avais à moitié enlevé mes lunettes, donc j'ai pas lu la fin. La vieillesse, c'est dur. En tout cas, vous vouliez réagir sur notre sujet, sur les maires de France qui aujourd'hui démissionnent de façon assez nombreuse. Oui, je voulais mettre en parallèle deux faits en fait, parce que bon, l'analyse a été assez bien faite. J'ai écouté l'émission et j'ai pas grand-chose à redire sur ce que vous avez dit les uns les autres. C'est-à-dire que les maires en ont marre de s'en prendre plein la tête et ils sont pas cher payés, si je résume. Par contre, ce qu'on peut mettre de l'autre côté de la balance, c'est que contrairement à ce que disait Elisabeth, pardonnez Elisabeth, mais je pense que la palabre citoyenne devrait avoir, elle, plus de valeur. C'est-à-dire que quand on fait des conventions citoyennes sur... Emmanuel Macron a fait une convention citoyenne sur la fin de vie, où il l'avait fait avant sur le climat. En fait, on peut mettre en parallèle ces deux phénomènes, c'est-à-dire qu'à la fois les professionnels de la politique en ont un peu marre, ceux qui sont au bas de l'échelle, si on veut, je ne parle pas des députés ou des ministres, mais ceux qui sont à portée de claque en ont marre et effectivement ils quittent un peu l'intérêt pour républicain qu'il y avait à être maire des communes, à s'impliquer au niveau local. Mais en échange, en contrepartie, on voit quand même que les citoyens, eux, aimeraient s'emparer des sujets qui les concernent pour la vie quotidienne. Et là, moi, je suis pas d'accord quand on appelle ça des palabres. Donc, c'est une petite pique à Elisabeth qui aura peut-être l'occasion de répondre. Mais la palabre citoyenne, si vous voulez, c'est ça l'essentiel. En fait, c'est que pensent les citoyens de l'endroit où ils vivent, de la façon dont ils vivent, des lois qui sont appliquées à eux. Alors qu'en général, vous êtes bien d'accord, ils ne sont absolument pas dans le système, dans le circuit législatif. Bougez pas, Bérangère. Elisabeth va vous répondre. Cher Bérangère, alors d'abord, il y a aussi un problème de légitimité, pardon, mais les parlementaires sont élus, ces gens des conventions citoyennes, moi je les ai pas élus, donc je ne leur reconnais pas la moindre légitimité pour prendre des décisions et pour discuter, bien sûr, tout le monde a le droit de discuter, ça c'est sûr, mais surtout comment vous faites pour transformer des millions d'intérêts particuliers en un intérêt général? C'est quoi votre méthode? Une fois vous faites de la même façon, ma chère Elisabeth, que transformer des millions d'intérêts particuliers en 577 députés à l'Assemblée nationale. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et à ce titre-là, j'aimerais juste vous faire remarquer à tous et à chacun un petit abus de langage qui nous touche depuis qu'on est citoyen français de plein droit. C'est d'ailleurs, en France, nous n'avons pas exactement, contrairement à ce que l'on a dans notre inconscient collectif, nous n'avons pas le droit de vote en France. Donc on parle du droit de vote. Oui, mais vous avez voté pour tel, donc le droit de vote s'est appliqué. Non. En France, le citoyen a le droit d'élire. C'est différent. Le droit d'élire et le droit de vote, il faut bien les distinguer. Les députés ont le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de proposer, d'amender et de voter des lois. Le citoyen a le droit d'élire. Le droit d'élire, c'est-à-dire de reporter son propre pouvoir sur un corps intermédiaire, enfin
sur des députés qui choisiront, eux, les lois et les voteront à la place des citoyens. Et là, j'aimerais juste que, voilà, avant de dormir ce soir les uns les autres, parlez-en en famille, parlez-en avec vos copains. C'est intelligent. Vous verrez que voilà, il y a vraiment une différence à faire entre le droit d'élire et le droit de vote. Alors, Jean Dorino veut vous répondre. Merci Béranger pour ce rappel fort utile de sciences politiques, vraiment de base. C'est passionnant. Toutefois, deux choses. Sur le tirage au sort de la Convention citoyenne pour Elisabeth, c'est une grande tradition dans les démocraties. Encore aujourd'hui en France, la justice, qui est un pilier démocratique, pour les cours d'assises, on tire au sort le juré qui va rendre la justice. Et puis un autre point pour Béranger cette fois, quand on demande vraiment au peuple de voter, ça marche pas forcément très bien. Regardez à Paris, hier, il y avait un vote pour les trottinettes. On a eu plus de 90% d'abstention. Les Parisiens. Oui, on a gagné quand même. Moi, j'ai voté. Non, mais c'est parce que c'était très mal organisé, pardon. Enfin, il y a aussi. Plus de 90% d'abstention. Oui, mais ils ont refusé qu'il y ait des procurations. Tout était fait pour qu'on n'aille pas voter. Il faudrait permettre qu'aux personnes âgées de voter. C'est déjà le cas, hélas. Et moi, j'en fais partie, c'est super. Merci beaucoup, Béranger. Merci pour les autres.